She left me 'cause I came from Buzzer with love. From Buzzer with love. From Buzzer with love. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Anthropocène. Ici Bérénice Gagne, Lou Herman et Sophie Lambert. On vous présente une série de podcasts sur Gaza et sur la Palestine. Ce projet, il est né d'un besoin, celui de s'autoriser à penser le génocide en cours à Gaza et à sortir du silence et de la sidération. Et pour ça, on s'est dit qu'on allait faire ce qu'on sait faire, de la radio, ensemble. Ce travail nous a permis de nous remettre en action là où chacun et chacune est sans cesse renvoyé à son impuissance individuelle, de remettre du collectif et donc du politique dans notre effarement. On vous partage des textes sans prétention à l'exhaustivité ni à l'expertise. Des textes qui nous ont aidés à penser depuis où nous sommes, loin de Gaza. Des textes analytiques, d'autres poétiques. 3 épisodes, silence complice, colonialisme, écocide-biocide. 3 épisodes, c'est sans nul doute trop court, incomplet, partiel et partial. Mais peut-être vaut-il mieux faire, même imparfaitement, que de ne rien faire du tout. Épisode 1, silence complice. Dans les fils, un poème de Niamat Hassan, traduit de l'arabe par Abdelatif Lahabi. Dans les fils, nous avons perdu la notion du temps, et les rendez-vous se tiennent avec nous, dans la même file. La file du pain, la file de l'eau, la file de la peur, la file du temps, la file de la mort. La vraie résistance consiste à revenir de toutes ces files, en ayant gardé l'intégralité de ton corps. Ton âme en a pris un coup, ça ne fait rien. Dans la file, une jeune fille essaie de se rappeler le sens de sa féminité. Un homme chante pour le four à pain, un autre essaie de comprendre le vacarme de la rue en flammes. Et moi, arrêté au milieu de l'histoire, je fourre les oiseaux dans ma tête, de peur que les arbres ne s'enfuient. Dans la file, une vieille dame maudit le champ et les épis. Elle récite à qui veut l'entendre les noms des villes hautes, coud les cordes de la faim pour en faire un grand sac de farine, suffisant aux besoins des gardiens des tentes. Dans la file, toi et moi, une fillette se rongeant les ongles, un homme crachant sur la guerre, une femme se passant du rouge à lèvres sous son voile, et pas d'eau dans la ville pour laver nos péchés. Mais nous mettons au défi l'enfer d'apprêter un seul pain chaud juste avant le rendez-vous avec la mort. Dominé innocent, un fantasme. Un texte de Frédéric Lordon, publié dans l'ouvrage collectif Contre l'antisémitisme et ses instrumentalisations, aux éditions La Fabrique en 2024. Il y a parfois comme ça des moments de vérité. Le poisson pourri par la tête, a ainsi déclaré Gabriel Attal en se jetant sur la dernière fabrication du camp du soutien inconditionnel. C'était à Sciences Po. Miracle d'un propos vrai dans une bouche d'ordinaire très pleine de contre-vérités ou bien de francs mensonges. Que le poisson pourrisse par la tête, c'est même 2 fois vrai. Car on peut d'abord entendre la tête en un sens métaphorique. La tête, ce sont les dirigeants et plus généralement les dominants. Et à cet étage, en effet, la pourriture est désormais partout. Mais on peut aussi l'entendre en un sens métonymique. La tête, comment ça pense dans l'événement. La tête, les opérations de pensée. En l'occurrence, plutôt le dérèglement des opérations de pensée. En fait, l'effondrement des normes qui sont supposées les gouverner. Ici, l'effondrement des formes de l'argumentation n'est pas imputable à la bêtise pure, qui fait rarement une bonne hypothèse.
Il est imputable à la bêtise intéressée. Les intérêts matériels déterminent, même si c'est par une médiation très étirée, des intérêts de pensée ou disons des inclinations à penser comme ceci et à interdire de penser comme cela. C'est ici même que la tête pourrie du poisson articule ces deux sens. La violence du front bourgeois, c'était la métaphore, déchaînée dans l'imposition de ces formes de pensée, c'était la métonymie. Comment se fait-il en effet que la bourgeoisie du pouvoir soit ici dégondée comme elle ne le serait même pas à propos de fiscalité ou de temps de travail ? D'où vient que cet événement international ait une résonance aussi puissante dans les conjonctures nationales de classe ? Car les bourgeoisies occidentales sont viscéralement du côté d'Israël. Les bourgeoisies occidentales considèrent que la situation d'Israël est intimement liée à la leur, liaison imaginaire à demi consciente qui, bien plus qu'à de simples affinités sociologiques, entre Startup Nation par exemple, doit souterrainement à un principe de double sympathie, lui, parfaitement inavouable. Sympathie pour la domination, sympathie pour le racisme, qui est peut-être la forme la plus pure de la domination, donc la plus excitante pour les dominants. Deux sympathies qui se trouvent exaspérées quand la domination entre en crise. Crise organique dans les capitalismes, crise coloniale en Palestine. C'est-à-dire quand les dominés se soulèvent de n'en plus pouvoir et que les dominants sont prêts à l'écrasement pour réaffirmer. Cependant, il y a plus encore, bien plus profond et plus fascinant pour les bourgeoisies occidentales. Je dois cette idée à Sandra Lucbert, qui a vu ce point précis en élaborant le mot que je crois décisif, innocence. Le point de fascination de la bourgeoisie occidentale, c'est l'image d'Israël comme figure de la domination dans l'innocence, c'est-à-dire comme point fantasmatique réalisé, dominé sans porter la souillure du mal et le fantasme absolu du dominant. Car dominer en étant innocent est normalement un impossible. Or, Israël réalise cet impossible et en offre le modèle aux bourgeoisies occidentales. Je suis innocent, je suis ontologiquement innocent et cela, vous n'y pouvez rien. Crie dans un tout autre contexte Pierre Goldman à son juge. Quitte à la faire parler au-delà d'elle-même et de sa situation, on peut voir la réplique comme une vignette où tout se trouve replié. Après la Shoah, Israël s'est établi dans l'innocence ontologique. Et en effet, les Juifs ont d'abord été victimes même à des sommets dans l'histoire de la persécution humaine. Mais victimes, fût-ce à des sommets, n'entraîne pas innocent pour toujours. On ne passe pas de l'un à l'autre que par une inférence frauduleuse qu'on peut à la rigueur comprendre, mais certainement pas ratifier. De tout cela, la bourgeoisie occidentale ne garde que ce qui l'arrange et voudrait tant, comme Israël, pouvoir s'adonner à la domination en toute innocence. Ça lui est évidemment plus difficile, mais le modèle est là, sous ses yeux, et elle en est hypnotisée, est aussitôt prise dans une solidarité réflexe. L'effort de ne pas voir. Les humains ont différents moyens pour ne pas regarder en face leur propre violence et pouvoir s'établir dans l'innocence, quoiqu'en se livrant à toutes leurs autres passions, notamment à leurs passions violentes, à leurs passions de domination. Le premier consiste à dégrader les autres humains sur qui ces passions s'exercent. Ils ne sont pas véritablement des humains. Par conséquent, le mal qu'on leur fait est, sinon un moindre mal, un mal moindre. En tout cas, il n'est certainement pas le mal et l'innocence n'est pas entamée. Le second moyen, sans doute le plus puissant et le plus communément applicable, est le déni. C'est à cela, par exemple, que ne cesse de servir la catégorie terrorisme. Elle est une catégorie faite pour empêcher de penser, pour écarter la pensée.
notamment la pensée que ex nihilo nihil, que rien ne sort de rien, que les événements ne tombent pas du ciel, qu'il y a une économie générale de la violence et qu'elle fonctionne à la réciprocité négative, c'est-à-dire la réciprocité pour le pire, et qu'on pourrait en paraphraser le principe selon Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout revient. Les innombrables, les ahurissantes violences infligées au peuple palestinien depuis presque 80 ans étaient vouées à revenir. Seuls ceux qui, pour toute opération intellectuelle, ne possèdent que la condamnation, étaient assurés de ne rien voir venir avant, ni de ne rien comprendre après. Or, il est des cas où ne pas comprendre n'est pas une faiblesse de l'intellect, mais un tour de la psyché. C'est un impératif catégorique. Il faut ne pas comprendre pour pouvoir ne pas voir qu'on a part à la causalité, par conséquent qu'on n'est pas si innocent. Avoir voulu faire commencer au 7 octobre la séquence d'après le 7 octobre est une malversation intellectuelle la plus vicieuse et la plus caractéristique de ce type général de situation. Malversation à laquelle ne pouvaient adhérer que des innocents ontologiques et tous ceux qui, les enviant, adorent croire aux effets sans cause. Il ne faut même pas s'étonner que ceux-là, après ça, continuent d'utiliser sans ciller le mot terrorisme pour parler d'éco-terroriste ou de terrorisme intellectuel, quand ils devraient se cacher sous terre, écrasés par une honte sacrilège. Ils ne respectent même pas les morts dont ils affectent d'honorer la mémoire et de soutenir la cause. Mais c'est que terrorisme est le bouclier de l'innocence bourgeoise et de l'innocence occidentale. La situation du mot antisémitisme s'analyse dans des coordonnées très similaires. Dans ses usages, il faudrait plutôt dire dans ses dévoiements présents, qui évidemment n'en épuisent pas tous les cas, puisque de l'antisémitisme il y en a. Dans ces dévoiements présents, donc, l'accusation est faite pour être tournée contre ceux qui auraient le projet offensant de rétablir les causalités et voudraient ainsi mettre en cause l'innocence. Abaissement. En tout cas, la pourriture par la tête, c'est d'abord ça, la corruption intéressée des catégories et des opérations de pensée, parce que ce qu'il y a à protéger est trop précieux. C'est la corruption des catégories et par conséquent l'abaissement et en de nombreuses instances on pourrait même dire l'avilissement du débat public. Ça n'est pas un hasard que le poisson pourri ait parlé par la bouche d'Attal, puisque cet avilissement est l'un des produits les plus typiques du processus de fascination dans lequel le macronisme, soutenu par la bourgeoisie radicalisée, a engagé le pays. Un processus qu'on reconnaît à l'empire croissant du mensonge, de la déformation systématique des propos, de la désinformation ouverte, voire de la fabrication pure et simple. Avec, comme il se doit, la collaboration, au moins au début, de tous les médias bourgeois. Un processus qu'on reconnaît donc aussi à sa manière d'arraisonner le débat public en lui imposant ses passages obligés et ses sens interdits. Tous les dénis et toutes les compromissions symboliques du monde, cependant, toutes les intimidations et toutes les censures ne pourront rien contre l'énorme surgissement du réel qui vient de Gaza. De quoi le camp du soutien inconditionnel à Israël se rend-il solidaire et à quel prix ? C'est ce que lui-même, obnubilé par ses points de réaffirmation, n'est à l'évidence plus capable de voir. Pour tous les autres qui n'ont pas encore complètement perdu la raison et l'observent effarés, la perdition idéologique où sombre le gouvernement israélien est sans fond entre racialisme biologique et eschatologie messianique. Ce que nous savions avant le 7 octobre et en toute généralité, c'est que les projets politiques eschatologiques sont nécessairement des projets massacreurs. Don't act. Comme l'a montré Ilan Pappé, le propre d'une colonisation, quand elle est de peuplement, c'est qu'elle enveloppe l'élimination de toute présence du peuple occupé. Dans le cas du peuple palestinien, soit par l'expulsion-déportation, soit, nous le savons maintenant, par le génocide.
Ici, comme en d'autres occasions pourtant dûment archivées par l'histoire, la déshumanification aura de nouveau été par excellence le trope justificateur et permissif de la grande élimination. Et nous en avons désormais d'innombrables attestations, aussi bien dans les bouches officielles israéliennes que dans le flot boueux de témoignages de réseaux sociaux, sidérants de monstruosité heureuse et d'exultation sadique. Voilà ce qui surgit quand le voile de l'innocence est levé, et comme toujours, ça n'est pas beau à voir. Un point dans ce paysage d'annihilation retient l'attention, la destruction des cimetières. C'est peut-être à cela qu'on reconnaît le mieux les projets d'éradication totale, à leur jouissance portée jusqu'à l'annihilation symbolique qui, si c'est un paradoxe, n'est pas sans faire penser au terme du RM de Spinoza, que son nom soit effacé dans ce monde et à tout jamais. En l'occurrence, ça n'a pas été une réussite. Ça ne le sera pas davantage ici. Bascule. De tous ces éléments, on peut d'ores et déjà faire la récapitulation en donnant à voir le tableau qui en émerge. C'est le tableau d'un suicide moral. Jamais sans doute on aura vu la dilapidation aussi fulgurante d'un capital symbolique qu'on croyait inattaquable, celui qui s'était constitué autour du signifiant juif après la Shoah. Mais solidarité pour le pire oblige, l'heure des comptes symboliques s'apprête à sonner pour tout le monde, notamment pour cette entité qui se fait appeler l'Occident en revendiquant le monopole de la civilisation et qui aura surtout répandu la violence et la prédation enrobée dans ses principes avantageux. Supposer qu'il ait jamais flotté, son crédit moral est désormais envoyé par le fond lui aussi. Il faut l'arrogance des dominants bientôt déchus, mais qui ne le savent pas encore, pour estimer pouvoir soutenir sans dommage ce qu'ils soutiennent actuellement. Des gens qui demeurent ainsi passifs, souvent complices, parfois même négateurs d'un crime aussi énorme, en train de se commettre sous leurs yeux et sous les yeux de tous, des gens de cette espèce ne peuvent plus prétendre à rien. Le monde entier regarde Gaza mourir, et le monde entier regarde l'Occident regardant Gaza. Et rien ne lui échappe. On a immanquablement à ce moment une pensée pour l'Allemagne, où le soutien inconditionnel atteint un degré de délire tout à fait stupéfiant, jusqu'au point d'être fait raison d'État, d'où un internaute à l'humour noir a pu dire « Décidément, en matière de génocide, ils sont toujours du mauvais côté de l'histoire ». Il n'est pas certain que nous, la France, valions beaucoup mieux, mais il est certain que l'histoire attend tout le monde au tournant. L'histoire, en effet, voilà avec quoi l'Occident a rendez-vous à Gaza. Si, comme il n'est pas interdit de le penser, c'est le rendez-vous de sa déchéance et de sa destitution, alors viendra bientôt un temps où nous pourrons dire que le monde a basculé à Gaza. Merci à la dernière roquette, un poème de Hind Joudeh, traduit de l'arabe par Abdelatif Lahabi. Bonjour le monde, je suis là-bas, je veux dire ici. Oui, exactement à Gaza. Il y a quelques instants, je criais sous cette masse grise, mais une dernière fusée m'a fait bondir vers toi pour t'informer de ce que tu es incapable de comprendre. Bonjour la faim, ô monde, pas celle nécessairement de mon estomac, du pain que tu évites à cause de ton régime, du misérable conteneur de nourriture que tu as envoyé à mes enfants, celui qui s'est arrêté à la croisée des fusils et ne nous est pas parvenu. Bonjour la folie, ô monde. Que crois-tu alors que tu te contentes de regarder en silence en prétendant tout comprendre? Tu opines du chef, tu abats ton marteau, tu décides d'une trêve humanitaire en ma faveur. Oh, merci. Je te sourirai de gratitude, je rirai, découvrant toutes mes dents. Je m'esclafferai, remplissant de sanglots tes oreilles. Dis-moi, as-tu vraiment des yeux pour voir? Bonjour les ténèbres, ô monde. Que sais-tu du froid qui a gelé mes membres alors que je cassais l'armoire pour en jeter les planches dans la cheminée? J'ai fait brûler les livres de classe, les habits d'été, les crânes, le bruit détestable des explosions. Et je n'en ai cure, exactement comme toi. Bonjour la mort, ô vie. Je crois en ton hérésie. Je me suis dispensé de ta faillite et me suis relevé de ta chute. Moi qui, dans le puits, n'ai pas de frère, tes loups m'ont dévoré toute nue. Nul témoin de ma tragédie.
Moi l'affligé, à cause des déceptions et de ta hideur, ô monde, merci à la dernière roquette qui a épargné à la rue un hurlement ininterrompu. She left me cause I came from was of love. From was of love. From was of love.